Le carton invité du Déj Matinal Info s'intéresse ce matin à la mobilisation des ressources fiscales en période de crise sécuritaire. Et pour en parler, je reçois Amos Zongnaba. Il est expert senior en fiscalité et président de l'AFDL, l'association Fiscalité et Développement Local. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour M. Kaboré, bonjour à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs. Et pour démarrer nos échanges, nous allons redécouvrir cette formation que vous avez initiée au profit des collectivités territoriales. C'est une formation qui a eu lieu ce week-end. On redécouvre ce reportage avant de poursuivre nos échanges. La mobilisation des ressources financières dans un contexte de défi sécuritaire constitue l'objet de cette formation organisée par l'association Fiscalité et Développement Local AFDL. Convaincu que cette tâche nécessite de nouvelles approches, de nouvelles stratégies, cette structure entend renforcer les compétences des membres des collectivités territoriales sur la mobilisation des ressources fiscales en période de crise sécuritaire. Le président de l'association estime que le développement local est un processus, il ne se décrète pas. Il faut d'abord travailler à maîtriser davantage le potentiel fiscal qui se trouve au niveau des collectivités. Nous pensons également qu'il faut travailler dans ce contexte de crise sécuritaire où certaines zones sont inaccessibles, c'est de développer des solutions innovantes, parmi lesquelles la digitalisation des procédures, que nous pensons que ça peut aider à mobiliser. Nous pensons qu'il faut travailler à sensibiliser et à promouvoir le civisme fiscal dans ce contexte précis. Amos Zongnaba ajoute que la sensibilisation des populations est nécessaire afin qu'elles comprennent le bien fondé de leur contribution à l'assiette fiscale. Du reste, les membres des collectivités territoriales qui participent à cette formation estiment qu'elle arrive à point nommé. Je peux dire que pour la situation actuelle que traverse le Burkina Faso, cette formation, elle peut être faite dans toutes les 13 régions de Burkina Faso. Je me dis qu'elle est la bienvenue et je sais qu'avec les compétences que cette association engage, ça va beaucoup porter du fruit. Au sortir de cette formation, nous espérons être outillés en matière de stratégie de mobilisation résiliente de ressources fiscales au niveau de nos différentes collectivités. On s'attend à bien s'outiller pour pouvoir sensibiliser les contribuables, puisque en matière de recouvrement sur le terrain, il faut sensibiliser avant de pouvoir avoir quelque chose. Plusieurs représentants des communes du Grand Ouaga et des communes environnantes comme Bingo, Surgoubila et Lumbila participent à cette formation. Elle permettra aux membres de ces collectivités territoriales de pouvoir mobiliser les ressources fiscales au grand bonheur des populations. Amos Zongnaba, une année après la création de l'AFDL, Association Fiscalité et Développement Local, dites-nous comment se porte la structure. Merci beaucoup M. Kaboré pour cette question. Avec votre permission, je voudrais m'incliner devant toutes ces personnes qui défendent au prix de leur vie le territoire burkinabé. Je veux parler des forces de défense et de sécurité et bien sûr les volontaires pour la défense de la partie les VDP. Aussi aujourd'hui marque l'anniversaire d'un grand homme de ce pays, j'allais dire d'un grand homme mondial. Je parle de Thomas Sankara, qui a été un champion aussi du développement autocentré, endogène, que nous avons voulu reprendre le flambeau au niveau de l'association Fiscalité et Développement Local. Et comme le disait l'intellectuel et penseur burkinabé africain Joseph Kizerbo, on ne développe pas, on se développe. C'est pourquoi nous, au niveau de l'association Fiscalité et Développement Local, nous pensons que personne d'autre ne viendra faire le développement à notre place. Et c'est pourquoi cette association a été créée depuis le 10 décembre 2022 officiellement et nous avons lancé nos activités
activité le 1er juillet 2023 et je profite de dire merci à True TV et à Watt FM qui nous a toujours accompagnés à travers la couverture de nos activités. Merci beaucoup, M. Kaboré. Merci à M. Vaille et merci à tous les responsables, M. Dabiré, à toutes ces personnes qui travaillent à ce que nos actions soient visibles. Alors, pour revenir à votre question, l'association Fiscalité et Développement Local se porte très bien. Malgré le contexte que vous connaissez, nous arrivons à mener nos activités. Nous avons mené des activités en 2023. Nous avons eu un taux d'exécution de près de 86%, malgré le contexte. Cette année encore, nous avons aussi un programme d'activité. Il faut dire que nous avons un plan d'action qui court sur 3 ans, 2023-2025. Et dans ce plan d'action, nous travaillons notamment à l'ancrage de l'association au niveau national, également à faire connaître l'association et que les gens puissent savoir que nous sommes là pour accompagner le développement local. Au titre des activités que nous avons déjà menées, nous avons fait près de 4 formations, des formations au profit des membres, des formations au profit des personnes qui ne sont pas membres aussi, mais des formations surtout pour les collectivités territoriales. Donc, si nous regardons ces activités, et nous avons fait également un lancement officiel qui a été lancé par la commune, le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, à qui je dis merci, parce que c'est l'ensemble des communes et des collectivités de façon générale croient à notre association, comme vous aussi vous le croyez, et donc pour cela nous voulons dire merci. En tout cas, l'association se porte très bien. Il est vrai que ce sont des objectifs fixés sur une échelle de 3 ans, mais déjà en une année, est-ce que les signaux sont au vert? Oui, nous pouvons dire que les signaux sont ouverts. C'est vrai qu'au début de cette année, nous avons eu un démarrage tardif dû à des raisons de santé de l'un de nos membres et qui a fait que nous n'avons pas démarré comme il se devait notre programme d'activité. Mais je peux dire que le programme d'activité que nous avons arrêté sont en très bonne voie. Voilà, nous avons cette année déjà, nous avons fait une formation sur la gestion des conflits en milieu rural, une formation qui a été un très très franc succès parce que les gens ont beaucoup aimé. Et nous avons à l'interne de l'association des experts qui sont de divers domaines, la fiscalité, le développement local, l'immobilier, le foncier, je vais dire le développement tout court. Voilà, donc cela fait que cette formation qui a été organisée le 21 septembre dernier pour la gestion des conflits a été véritablement un franc succès parce que nous avons eu près d'une trentaine de participants. Alors cette fois-ci on revient sur la thématique que vous avez abordée avec justement les collectivités territoriales et qui a porté sur la mobilisation des ressources financières en période de crise. Déjà, quand on parle de mobilisation fiscale, on va faire un peu de pédagogie pour nos auditeurs et téléspectateurs. À quoi est-ce que cela renvoie exactement ? Quand on parle de mobilisation de ressources fiscales pour profit des collectivités territoriales, nous parlons bien sûr de l'argent qu'il faut faire entrer dans les caisses de budget des communes pour qu'ils puissent aider au développement au niveau local. Vous savez que quand vous sortez tous les jours, chaque matin, vous voyez qu'il y a des besoins au niveau de nos communes, ne serait-ce que l'assainissement. Vous allez voir que nos quartiers sont souvent pas très propres. Cela demande des moyens pour que les communes puissent prendre cela en charge. Quand on regarde également les besoins de santé, les besoins d'éducation, voilà, les besoins d'éclairage public au niveau des communes. Moi qui vous parle, j'ai eu la chance de bénéficier de l'éclairage public quand j'étais encore élève ou étudiant, parce qu'en ce moment, nous n'avions pas d'éclairage à la maison. C'est l'éclairage public qui m'a aidé à pouvoir être là où je suis. Mais pour que cela puisse être une réalité, il faut que les communes aient les moyens pour pouvoir éclairer nos routes, pour pouvoir prendre en charge certaines questions de développement au niveau de nos quartiers, au niveau de nos villages, au niveau des communes. Et cela fait qu'on a besoin d'argent. Donc la mobilisation des ressources, c'est tout ce qui est de l'argent qui provient soit des ressources de la fiscalité, c'est-à-dire les impôts et taxes que l'État va transférer au titre des communes, ou bien que ce soit les taxes et les services domaniaux qui seront mobilisés par les communes, notamment les régies et puis le trésor public. On le sait, hein, la mobilisation des ressources fiscales, ça concerne aussi d'autres acteurs, d'autres pans, mais pourquoi ce choix misé sur les collectivités territoriales? Merci beaucoup pour cette pertinente question.
question, vous avez raison. Effectivement, la mobilisation concerne plusieurs acteurs. Et nous avons misé sur les collectivités parce que c'est eux qui sont les premiers responsables. Lorsque vous êtes un responsable des collectivités, la première, j'allais dire, l'une de vos préoccupations, c'est d'avoir de l'argent pour mettre en œuvre votre plan communal de développement. C'est le référentiel au niveau local. Mais comment avoir de l'argent? Souvent, c'est un casse-tête pour ces responsables des collectivités. Nous avons estimé que notre association a son rôle à jouer. Voilà pourquoi nous les avons conviés pour qu'eux-mêmes puissent s'impliquer davantage dans la mobilisation. C'est les montrer quelles sont les stratégies qu'ils peuvent utiliser. C'est les montrer comment, dans cette période de crise, de défis sécuritaires, comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre avec les populations pour qu'on puisse faire rentrer de l'argent. C'est de leur montrer comment est-ce qu'on fait, quelles sont les difficultés basiques, j'allais dire quotidiennes auxquelles ils font face et quelles sont les solutions innovantes qu'il faut expérimenter pour que ces communes puissent avoir bien sûr de l'argent, mais également qu'ils puissent exécuter leur plan de développement au niveau local. On se dit que vous êtes certainement parti d'un constat. Quand on fait l'état des lieux, qu'est-ce qui ressort au niveau de la mobilisation des ressources, ressources justement avec la fiscalité, dans le contexte que nous connaissons qui est la crise sécuritaire? Merci beaucoup. Déjà, à travers nos recherches, parce que je fais également des recherches sur le développement local, sur la période de 2013 à 2022, il faut voir que la mobilisation des ressources propres dans tout le Burkina est de environ 25%, 25,02% exactement. Donc, si vous regardez l'ensemble des ressources qui ont été mobilisées au profit des collectivités, seulement 25% proviennent de leurs ressources, des ressources propres, c'est-à-dire les ressources issues de la fiscalité et des ressources non fiscales. C'est très peu pour implémenter un véritable développement au niveau local. Sauf peut-être la commune de Ouagadougou, peut-être la commune de Bobo-Dioulasso, qui sont des communes urbaines à statut particulier, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu parce que la commune de Ouagadougou est environ à presque 50% des ressources propres, mais c'est encore insuffisant parce que nous voulons que ce taux-là puisse dépasser les 50% pour que véritablement les communes puissent avoir un bon levier pour implémenter les développements. Donc, comme vous le dites, le constat dans ces périodes, c'est encore pas facile parce que il y a des communes dont les premiers responsables étaient obligés de délocaliser leurs locaux dans d'autres communes. Il y a des populations qui ont quitté d'autres communes pour venir dans d'autres communes. Cela fait que ce n'est pas toujours évident. Donc, et comme vous le savez, on est dans une crise aussi où il y a l'humanitaire. Donc, les communes font face à tous ces besoins-là. En même temps, il n'y a pas assez d'argent pour faire face à ces besoins. On a des besoins humanitaires, on a des besoins de développement qui étaient déjà là, on a des besoins sécuritaires, c'est-à-dire il faut arriver à sécuriser également ces communes, c'est vraiment pas évident. Et dans ce contexte, c'est difficile de mobiliser de l'argent parce que le quotidien, même pour certains, c'est très difficile. Donc, il faut que nous puissions expérimenter de nouvelles méthodes, de nouvelles stratégies pour que, au terme, les collectivités puissent avoir de l'argent afin de faire face aux besoins de développement. Pour ces communes qui font face aux défis sécuritaires, on comprend les difficultés qu'il y a pu y avoir par rapport à la mobilisation, mais pour une commune comme Ouagadougou, qui n'est pas directement touchée par la crise sécuritaire, vous avez dit on est autour de 50%. Qu'est-ce qui justifie cette performance? Est-ce qu'on ne pouvait pas aller au-delà de ça? Quelles sont les difficultés un peu? Très bien, merci pour cette question. Effectivement, il y a des difficultés qui ont été identifiées. Déjà en 2021, la Direction générale des impôts avait organisé la conférence annuelle qui portait sur justement les collectivités territoriales et des difficultés avaient été identifiées au nombre desquelles la non-maîtrise du potentiel fiscal. Le potentiel fiscal, c'est quoi? C'est, excusez-moi, c'est l'ensemble des impôts et taxes qui sont mobilisés ou qui devraient être mobilisés au vu de l'assiette, des activités économiques ou encore des activités qui sont imposables dans une commune. Quand vous regardez la commune de Ouagadougou, il y a pas mal d'activités. Il y a des gens qui mènent des activités, mais ces activités ne sont pas imposées au point que la charge fiscale pèse sur certains beaucoup plus que sur d'autres personnes. Donc ça, c'est une des difficultés. Dans d'autres communes, par exemple,
La difficulté, c'est le faible potentiel même fiscal. Ça veut dire qu'il n'y a même pas d'activité génératrice de revenus, il n'y a pas d'activité économique suffisante pour être imposée. C'est ça que nous parlons en français, j'allais dire, l'assiette fiscale. Donc, il faut quelque chose sur laquelle on peut prélever l'impôt. C'est ça que nous appelons l'assiette fiscale. Donc, ça, c'est l'une des difficultés. La deuxième difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de manuels. Les procédures sont trop manuelles au niveau des collectivités. Quand vous voulez payer un impôt au niveau des collectivités, tout est manuel. On vous fait une quittance manuelle. Cela fait qu'il n'y a pas une mémoire dans l'administration. Donc, il y a des choses. Si on a imposé M. Serge Kaboré cette année, l'année prochaine, on n'est pas sûr qu'effectivement on l'a imposé, on ne l'a pas imposé, tant qu'on n'a pas retrouvé les souches. Alors que les souches sont au fur et à mesure archivées et souvent même on perd les archives. Donc, cela fait qu'il n'y a pas une mémoire parce qu'on n'a pas tout simplement d'application. Ce n'est pas des applications compliquées, des petites applications qui permettent de suivre ne serait-ce que les impôts personnels. C'est vraiment important, ou encore les taxes au niveau local. Ça, c'est la deuxième difficulté. La troisième difficulté, c'est l'incivisme. Comme vous le savez, et l'incivisme également est une réalité dans notre pays. Et vous allez voir que malgré les efforts qui sont faits, qui sont encore insuffisants, vous allez voir que, en tout cas, les gens ne payent pas correctement leurs impôts, ni taxes au niveau local, et ils attendent aussi qu'on puisse leur rendre certains services publics. Je rappelle que c'est sur la base de nos contributions que, bien sûr, que ce soit la collectivité ou l'État peut prendre en charge les dépenses publiques. Vous avez tout à l'heure parlé de mémoire. Oui. On se pose la question, comment on peut perdre ces données-là dans un contexte qu'on connaît, celui de la digitalisation et tout? Justement, voilà pourquoi nous estimons que c'est une grosse difficulté qu'il faut enlever et traiter. Et pour nous, la digitalisation aujourd'hui, en 2024, ce n'est plus un luxe, c'est carrément une nécessité pour les collectivités qui doivent aller vers cela, parce que aujourd'hui, on doit avoir de la mémoire dans nos administrations, même dans les administrations locales. Aujourd'hui, une commune, par exemple, comme Ouagadougou est lancée dans la digitalisation, mais d'autres communes doivent emboîter le pas pour qu'on puisse aujourd'hui maîtriser le fichier, c'est-à-dire savoir quels sont ceux qui doivent aux impôts, quels sont ceux qui ne doivent pas. Ça, c'est déjà une base. Il faut que nous puissions d'abord maîtriser ceux qui doivent payer l'impôt, savoir ceux qui ont payé et ceux qui n'ont pas payé pour engager des actions afin de recouvrer l'impôt comme il se doit. Comme je l'ai dit, il y a également une question de justice fiscale, parce que lorsqu'on ne connaît pas le fichier, on passe le temps à taper sur ceux qu'on connaît, et d'autres sont tapés dans l'ombre et ils font des activités, ils engrangent des bénéfices et finalement ils ne payent pas l'impôt comme il se doit. Et ceux qui sont là, qui veulent être patriotes, qui veulent contribuer, au développement de leur pays par leur contribution des taxes et des impôts, c'est eux qu'on tape tous les jours, et ça aussi c'est pas bien, ça montre aussi une certaine injustice. Donc la digitalisation, non seulement il y a des objectifs de recouvrement, mais également il y a des objectifs aussi de pouvoir imposer, comme il se doit, correctement, selon la loi et selon les règles, bien sûr, les contribuables qui sont au niveau des communes. Et la digitalisation qui se présente en ce moment comme une solution par rapport ne serait-ce qu'à la perte de mémoire que nous avons. Mais qu'en est-il de l'incivisme? Quelle est la solution miracle à ce niveau? Oui, pour l'incivisme, il faut travailler à sensibiliser davantage. Sensibiliser, mais également... D'aucuns vous diront que la sensibilisation a longtemps été faite. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer peut-être par d'autres méthodes dissuasives? Je suis d'accord avec vous. Il y a la sensibilisation parce que tous les jours aussi, il faut comprendre qu'il y a des nouveaux contribuables qui arrivent et ces personnes ne sont pas enclines à connaître tout ce qui est réglementation au niveau fiscal. Donc, il faut continuer la sensibilisation. Également, comme vous l'avez dit, il faut aussi arriver à passer par des sanctions. Ceux qui ont par exemple des méthodes frauduleuses, ceux qui par leurs activités ou bien par leur volonté de se soustraire volontairement de l'impôt, à ces personnes-là, il faut aussi appliquer la rigueur de la loi. Maintenant, on est dans un contexte où effectivement on a besoin des moyens pour travailler et il n'est pas intéressant que des personnes puissent organiser de la fraude fiscale et au point de pouvoir perdre des recettes publiques qui pourraient être
inciter à sécuriser davantage des communes qui pourront aider à donner, j'allais dire de la santé à des populations ou encore à faire aller à l'école certains enfants. Donc pour moi, ce que vous dites est très exact. Mais nous avons dans la conférence et dans la formation, nous avons insisté sur la sensibilisation, c'est vrai, la communication. Parce qu'il faut dire aussi que les communes ne communiquent pas assez, ça c'est aussi une réalité. J'avais fait une formation pour les communes et j'avais demandé combien même avaient une page Facebook, il n'y en a pas beaucoup, qui communiquent pour dire voici qu'est-ce que nous avons fait. Il n'y a pas de journée de redevabilité suffisante, alors qu'il faut travailler à faire comprendre aux populations l'argent que nous avons collecté, ça a servi à cela. Voici, nous avons collecté tant de francs. Voilà ce que nous avons utilisé pour faire. Vous-même, vous pouvez aller vérifier. Nous avons fait tel nombre de centres de santé. Nous avons fait tel nombre d'écoles. Nous avons, éclairé telle route. Nous avons fait des caniveaux à tel niveau. Ça, ce sont des éléments palpables que les populations au niveau des quartiers et des communes peuvent vérifier. Donc, c'est important que les premiers responsables puissent communiquer. Après avoir prélevé l'argent, ce n'est pas fini. Il faut revenir vers les populations, leur dire ce que nous avons prélevé, voici ce à quoi ça servit. Donc, lorsque les gens voient de visu que les choses sont claires, alors c'est plus facile pour eux de contribuer parce qu'ils savent que quand on contribue, c'est pour leur bien-être. J'ai toujours expliqué que pour que quelqu'un puisse contribuer, il faut qu'il voit l'intérêt de sa contribution. Qu'est-ce que sa contribution aide à faire? Mais si on ne lui montre pas cela, c'est difficile qu'il puisse comprendre. On va dire non, l'impôt, c'est collecté pour les services publics. Mais c'est quel type de service public? Au niveau des communes, on doit faire ce travail-là, ce travail de redevabilité. Nous avons estimé, par exemple, qu'on peut faire ce qu'on appelle la journée d'exemplarité fiscale au niveau local. C'est quoi? Déjà, au niveau même du conseil municipal ou de la délégation spéciale, qu'eux-mêmes puissent donner l'exemple. Si eux-mêmes sortent, ils disent, le PDS dit, ah, voilà moi mes impôts que j'ai payés. Le premier vice-président dit, voilà mes impôts que j'ai payés. Tous ceux qui sont membres de la délégation spéciale disent, voici ce que j'ai payé au titre de mes impôts. Ça donne l'exemple aux autres. Alors on va dire, ah, si le PDS a payé, si le président a payé, si un tel a payé, alors que c'est eux les responsables, nous devons également payer. Donc nous pensons qu'il faut donner aussi l'exemple au sommet de l'État. Nous pensons également qu'il faut communiquer beaucoup, parce qu'il y a certaines informations, tout simplement, il faut donner pour que les gens sachent qu'il y a du travail qui est fait pour eux. Voilà, donc la communication auprès des médias comme vous, la communication sur les réseaux sociaux, la communication à travers tout ce qui est posé. Nous avons toujours défendu cette thèse-là de dire, par exemple, quand on inaugure un bien public, par exemple au niveau local, et si on dit par exemple que ça a été réalisé grâce aux contributions des populations de la localité, vous imaginez la fierté. Moi je passe, je vois, ok, telle infrastructure a été réalisée grâce à la population de la commune de Ouagadougou, ou bien grâce à la population de la commune de Sava ou de Falangoudou. Vous imaginez la fierté que chaque citoyen va ressentir en se disant, ah, telle infrastructure a été réalisée, mais c'est grâce à ma contribution. Mais lorsque souvent nous voyons, on voit que ça a été inauguré, ça a été fait par une telle autorité, c'est bien, mais ce n'est pas l'autorité qui a pourvu aux ressources, ce sont les populations qui ont pourvu aux ressources. Et moi, je pense que c'est bien de mettre cela en évidence pour que les gens puissent voir. Regardez pour nos voix ici, qui ont été financés par d'autres pays. Prenez le peuple japonais, le peuple américain, vous allez voir qu'on n'a pas dit que ça a été financé par le gouvernement américain ou le gouvernement japonais. On dit tout simplement que ça a été financé par le peuple américain ou bien par le peuple japonais. Donc cela donne une certaine fierté aux populations. Tout ça, c'est de la communication qui peut aider, bien sûr, dans le civisme fiscal. Il y a aussi ces auditeurs qui nous prennent peut-être en marche sur la radio Watt FM. On va rappeler que vous êtes bien au déj matinal info dans le carton invité qui reçoit Amos Zongnaba, le président de l'association AFDL. Eh bien, nous parlons de la mobilisation des ressources financières en période de crise sécuritaire. Amos Zongnaba, il y a aussi ces communes qui sont touchées parce que nous connaissons justement la réalité sécuritaire. Par rapport à ces communes, comment est-ce qu'on peut promouvoir encore plus un développement au niveau de l'assiette fiscale? On salue au passage cette résilience que nous avons dans un certain nombre de communes.
Vous avez raison de saluer leur résilience. En toute sincérité, les communes font preuve d'une grande résilience. Pas seulement les communes, mais plusieurs de leurs populations qui sont à l'intérieur de ces communes. Il y a une grosse résilience qui est faite et cela fait que certaines communes jusqu'à présent arrivent à survivre. Donc, comme vous l'avez dit, nous pensons qu'il y a encore des choses à faire. Pour ces communes-là, déjà dans les recommandations que nous avons formulées au titre de cette formation, nous avons estimé qu'il faut qu'il y ait de la solidarité intercommunale. C'est-à-dire qu'il faut que les communes puissent se souder, puissent être solidaires entre elles. Déjà, cette solidarité est là, mais je pense que cette solidarité doit être accentuée. Je dis pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a des populations qui sont déplacées. Il y a des communes qui se sont volontaires pour recevoir ces populations-là. C'est déjà une forme de solidarité. Mais ça crée également des dépenses, et j'allais dire communes et des dépenses publiques pour ces communes-là. Alors, il faut travailler. Les communes qui ont assez de moyens peuvent travailler à être solidaires avec les autres communes. Mais comment faire? Il faut qu'il y ait cette mutualisation des forces. C'est ce que nous avons dit au titre de la formation comme une des recommandations, qu'il y ait la mutualisation des forces. Par exemple, des communes peuvent se mettre ensemble pour faire des investissements. Par exemple, la commune de Ouagadougou peut ne pas être directement impliquée par la crise, mais elle a reçu par exemple des populations venant d'autres communes. Alors on peut être résilient et solidaire et faire des investissements ensemble. Le Grand Ouaga est un exemple intéressant où il y a la commune de Ouagadougou et puis 9 autres communes qui se sont réunies pour faire de gros investissements, des grands pôles de développement, mais également pour prendre en charge certaines questions publiques. Donc, cette mutualisation des forces au niveau de communes peut aider non seulement à faire des investissements communs, également à faire des emprunts au niveau local, au niveau national, parce que des communes, du fait de leur faible capacité de mobilisation, ne peuvent pas emprunter de l'argent. Mais s'ils se mettent avec d'autres communes qui ont une certaine force, ils peuvent aussi emprunter de l'argent sur le marché et puis venir réaliser certaines infrastructures qui sont importantes pour leur population. Nous pensons aussi qu'ils peuvent travailler ensemble pour faire le recouvrement. Au lieu que telle commune sort aujourd'hui pour recouvrer ici telle commune, les communes qui partagent la même limite territoriale peuvent se mettre ensemble pour faire des recouvrements dans leur zone et puis se partager le fruit de ce recouvrement. Donc ça rationalise les dépenses, mais également ça aide à ce que les communes puissent s'intégrer davantage. Donc nous pensons que cette mutualisation est importante pour soutenir bien sûr les communes qui sont en difficulté, mais également pour travailler à faire des investissements collectifs importants pour que cela puisse être important. Nous avons parlé du fonds, il y a le fonds minier de développement local qui pourvoit assez d'argent pour certaines communes qui ne savent même pas comment l'utiliser, qui prennent ça pour acheter des véhicules pour faire ceci. C'est vrai qu'il faut rappeler qu'au niveau du ministère en charge de l'économie et des finances, il y a une circulaire qui a limité certaines dépenses. Donc, nous avons insisté sur ce fait aussi. En tant que commune, le peu de ressources qui ont été mobilisées doit être dépensé utile, nécessaire et prioritaire. C'est les 3 éléments. Donc, il faut qu'on dépense utile, faire des choses qui sont importantes, qui vont nous apporter de la valeur ajoutée, des choses qui sont nécessaires pour les populations, mais des choses qui sont prioritaires. Par rapport à cette mutualisation entre les communes, qui est celui-là à même de pouvoir fédérer cette idée, cet esprit entre les différentes communes que nous avons? Est-ce qu'on se tourne vers le MATDS ou est-ce que nous sommes avec les communes qui se doivent eux-mêmes de se parler et de s'organiser? La loi 055 portant code général des collectivités territoriales dit que les communes peuvent s'organiser entre elles. Elles n'ont pas forcément besoin du ministère en charge de l'administration du territoire. Du reste, quand vous regardez le Grand Ouaga, c'est elles qui se sont mises ensemble pour travailler sur un certain nombre de questions. Donc pour moi, c'est les éléments qu'elles peuvent organiser. C'est vrai que peut-être elles vont... Il y a aussi le contexte où nous sommes avec des présidents de délégations spéciales. Est-ce que ça ne change pas? Oui, bien sûr. Elles ne peuvent pas le faire comme ça sans, bien sûr, faire le point au niveau de l'autorité, mais je pense que les communes, l'initiative doit venir d'elles-mêmes, pas d'abord du ministère. Les communes elles-mêmes peuvent justement avoir cette initiative de mutualisation des forces et puis le soumettre à l'autorité qui va apprécier. Pour moi, ça c'est une idée très intéressante qui peut être expérimentée au niveau des communes et je sais que l'autorité ne va pas opposer un refus à ce type d'initiative parce que c'est des initiatives heureuses qui peuvent aider justement à juguler certaines activités et certaines difficultés au niveau des communes. Alors, Amos Ongnaba, dernière question.
question au niveau de l'association Fiscalité et Développement Local. De manière générale, face à la situation sécuritaire, est-ce qu'on pourrait dire que le Burkina s'en sort en termes de mobilisation des ressources? Oui, je pense que tout le monde est unanime à reconnaître cela. Il y a un gros travail qui a été fait, même s'il faut reconnaître que c'est une situation très très difficile, je veux dire une situation économique difficile, mais au niveau de la mobilisation des recettes, il y a une grosse résilience, notamment au niveau des services techniques comme la DGI, comme le Trésor, comme la douane, et puis d'autres acteurs qui interviennent dans la mobilisation des ressources. Donc cela fait que on ne ressent pas trop, j'allais dire qu'il n'y a pas, on est dans une crise économique, je vais dire en termes de mobilisation, parce que quand vous voyez les chiffres sont en tout cas assez intéressants dans ce contexte-là. Voilà, donc il y a un gros travail qui est fait et nous saluons justement les différents acteurs qui font ce travail et nous pensons qu'il faut continuer dans ce sens-là. Mais aussi, il faut que nous puissions comprendre que certaines populations sont dans des difficultés. À ces populations, il faut porter secours. À ces populations, il faut savoir manier la corde et le bâton et trouver le juste milieu pour que non seulement elles puissent vivre et puissent vivre décemment, mais également qu'elles puissent contribuer comme il se doit. Voilà pourquoi nous insistons à ce qu'on puisse prélever le juste impôt. Le juste impôt fait de telle sorte que la charge ne va pas peser sur certaines personnes au détriment d'autres personnes. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions travailler dans ce contexte-là, à ce que la charge fiscale normale de chacun puisse être comme ça, mais qu'on ressente qu'il y a aussi des aspects sociaux que nous devons regarder. Il y a des populations qui n'ont pas forcément les moyens de faire face à l'impôt. À ces populations, il faut les apporter secours. Mais ceux qui ont un peu les moyens, il faut aussi qu'ils soient solidaires vis-à-vis de ceux qui sont dans des difficultés. Pour la FDL, un dernier mot à l'endroit des auditeurs et téléspectateurs qui ont un grand rôle à jouer. Bien sûr, merci beaucoup. Nous lançons un appel à toute la population. Vous savez que nous sommes dans un contexte très difficile. Déjà, il y a un gros travail qui est fait par ces populations de contribution. Nous saluons leur résilience, nous saluons leur contribution, mais nous demandons que la contribution ne doit pas s'arrêter à donner de l'argent, mais doit également aller vers l'engagement citoyen, à suivre justement ce qu'on fait de l'argent public. C'est important à notre niveau. L'association Fiscalité et Développement Local pense que ce n'est pas seulement les contributions numéraires qui peuvent faire changer les choses. Il y a seulement ces contributions numéraires, mais derrière, il y a un gros travail de suivi citoyen et de veille citoyenne, de telle sorte que l'argent qui a été prélevé puisse être utilisé à bon escient pour le bonheur des populations. Nous lançons un appel justement à toutes ces populations à payer correctement leurs impôts pour qu'ensemble nous puissions travailler à un Burkina sécurisé et prospère. Amos Zongnaba, merci d'avoir répondu à l'invitation du DEJ Matinal Info. Je rappelle que vous êtes expert senior en fiscalité et aussi président de l'AFDL, l'association Fiscalité et Développement Local. C'est moi qui vous remercie. Merci encore à True TV et à Watt FM. Merci pour tout ce que vous faites pour notre association et pour ce pays. True TV, la télé interactive.